J'ai 35 ans, 2 enfants, je ne souhaite plus de grossesse. Déjà, il faut être sûr qu'on ne veut plus de grossesse. Très, très sûr d'abord. Donc souvent, habituellement, nous, les professionnels de santé, c'est qu'on va vous refaire partir. Stérile. Les femmes jeunes qui n'ont pas encore eu d'enfants ont l'impression que le stérilet rend stérile. Mais laisse-moi te dire, même moi, en tant que gynéco, à mon âge, si je dis je veux plus d'enfants et que je vais voir un collègue pour lui dire bon c'est bon, saute-moi les trompes, je veux plus d'enfants, ça va être quand même ramène-moi le document où c'est signé quoi. Le stérilet, c'est aussi une contraception d'urgence. Ça, les gens ils sont pas vraiment au courant. C'est pas bien pour votre corps, c'est pas bien pour le cycle, mais ça vous rend pas stérile. Ouais. Par contre, si vous avez plus de 2 urgences par an, j'ai lu ici sur Internet, j'ai appris telle chose, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a énormément de fake news, donc il faut vraiment avoir la vraie information avec le professionnel. On ne dit pas aux gens qui le fil, ils ne le sentent pas, mais dès que tu dis oui, j'ai laissé un fil en place, ils le sentent. Donc souvent, le monsieur le sent tout le temps. Voilà. C'est pas que le gynécologue, c'est la sage-femme, c'est le médecin généraliste qui peut faire le suivi de contraception. Il y a des femmes qui sont à l'aise avec leur cycle. Parce que dans les données, il faut dire que c'est une méthode qui est efficace à 98%. Beaucoup de jeunes femmes surtout ne savent pas qu'elles peuvent prendre une contraception même si elles ne sont pas mariées. La pilule qu'on prend pendant l'allaitement, elle est différente de celle qu'on prend quand on n'allait pas à cause des risques. On reçoit de plus en plus des jeunes filles de 16-17 ans qui viennent avec leur mère ou leur père. Bienvenue dans ce podcast consacré à la contraception. Que vous soyez adolescent, jeune, adulte, parent ou tout simplement curieux, la contraception est un sujet qui concerne de nombreuses personnes à différentes étapes de leur vie. Pourtant, il reste souvent entouré d'idées reçues, de questions et parfois d'hésitations. Dans cet épisode, nous allons faire le point sur les différentes méthodes contraceptives, leurs fonctions, leurs avantages, leurs limites, les critères qui permettent de choisir telle ou telle autre contraception. Et pour ce faire, ce jour, je suis avec le docteur Salami Douria, gynécologue obstétricien, qui gère également une page Instagram et une page TikTok, Magigi Douria. Et avec elle, nous allons essayer d'aborder les différentes questions que vous vous posez. Et d'entrée de jeu, nous allons partir sur la première question, c'est quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent en consultation, par rapport à la contraception, bien sûr. Bonjour Mira, j'espère que tu vas bien. Très bien, toi? Ça va aussi. J'espère que tu es contente d'être avec nous. Oui, toujours. Si c'est pour parler de gynéco, je suis... tu es toujours prête, partante. Oui. Bon, tant mieux. Alors, par rapport à la question que tu me poses, les questions qui reviennent le plus souvent en consultation avec les patientes qui veulent une contraception, ça va être souvent, elles veulent savoir si la contraception, ça rend stérile. Ouais. Ou si les effets secondaires qu'elles lisent sur les réseaux sociaux dont elles ont l'information sont vrais. Okay. Notamment, est-ce que ça fait grossir ou est-ce que la libido change avec la contraception? Donc, c'est le plus souvent les questions qui reviennent. Oui, donc on a déjà abordé les différentes idées reçues, notamment le fait que ça rende stérile. Et ça permet en fait de revenir rapidement sur les différentes méthodes de contraception. En tout cas, les plus communes, et on va aborder les plus récentes et les moins utilisées. Mais déjà, quelles sont les méthodes les plus utilisées? En fait, la contraception, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de types de contraception. Il y en a d'hormonaux, de non-hormonaux, de naturels, de mécaniques. Et en vrai, le plus utilisé, ça va être surtout en fonction de l'âge de la personne que tu as en face de toi. Parce que les recommandations sont différentes en fonction des différents âges. Donc, chez les femmes les plus jeunes, c'est surtout la pilule, la contraception œstroprogestative. Ou alors, chez les femmes plus âgées, ça va surtout être le stérilet qui sera plus demandé. En sachant que le stérilet, on a le stérilet au cuivre et le stérilet hormonal. Donc, effectivement, c'est aussi peut-être parce qu'il y a une idée reçue selon laquelle, justement, stérile, les femmes jeunes qui n'ont pas encore eu d'enfants ont l'impression que le stérilet rend stérile. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette idée? Alors, pas du tout. Stérile, ça n'a aucun rapport. Déjà,
Le vrai nom, la vraie appellation, c'est dispositif intra-utérin. OK. Donc, c'est un dispositif intra-utérin donc on met à l'intérieur de l'utérus. Ça ne rend pas stérile du tout. Ça joue le même rôle qu'une autre contraception, sauf en fonction du mécanisme. Si c'est hormonal, ce sera plutôt un mécanisme qui va agir sur les hormones. Et s'il n'y a pas d'hormones, ce sera un autre mécanisme, mais il ne rend pas stérile du tout. Ça, je confirme. Bon, Comme au toutes moins, les autres contraceptions. bah oui, clairement. En tout cas, c'est vrai que les contraceptions, notamment le stérilet, les méthodes hormonales, ce sont celles qui sont souvent les plus décriées, on va dire, parce que les gens disent je veux pas d'hormones. Il y a toute une campagne en fait de diabolisation autour de tout ce qui est hormones. Qu'est-ce que toi tu as à répondre à ces personnes-là qui hésitent sur les méthodes hormonales, par exemple? En fait, ce n'est pas vraiment une campagne de diabolisation. Ça peut se comprendre parce que de plus en plus, les femmes veulent se réapproprier leur corps. Donc, elles préfèrent maîtriser ce qu'elles prennent comme médicaments, qu'elles mettent à l'intérieur de leur corps. Donc, elles vont plus aller sur tout ce qui est naturel, la symptothermie, tout ça. Ce sont, je ne veux pas dire des méthodes émergentes parce qu'elles ont toujours existé. C'est plutôt que avant, elles ont été décriées parce les gens les trouvaient moins efficaces. Mais de nos jours, les femmes vont plus être portées sur ce type de contraception. Moi, j'ai pas de dogme. Je suis pas pour ou contre une ou autre contraception. Pour moi, la meilleure contraception, c'est celle qui est adaptée à la personne en face de moi. Il faut que la personne puisse atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés en prenant sa contraception. Donc, fuir les hormones ou pas. Il faut savoir que les hormones, ils ont aussi leurs effets, comment je vais dire ça? Les effets indésirables. Non, je parlais même du côté positif que oui, complètement. Oui, le côté positif que les hormones peuvent apporter. Elles peuvent avoir un côté protecteur, bien sûr. Si j'ai une patiente qui a de l'endométriose et qui n'a pas de problème à prendre des médicaments tous les jours, la contraception hormonale va même l'aider pour gérer la douleur et améliorer son mode de vie. Et tout ça, c'est un effet positif. Donc, il n'y a pas à décrier les hormones dépend d'autres méthodes. Il faut juste choisir celle avec laquelle on est à l'aise et qu'on tolère le mieux, en fait. D'accord. Donc, on a parlé des méthodes hormonales. Pour refaire un point, quelles sont les différentes méthodes hormonales, justement? Les méthodes hormonales, on a les méthodes œstroprogestatives, donc la pilule. On a deux types de pilules. On a les œstroprogestatifs et les progestatifs. Dans les œstroprogestatifs, c'est une combinaison d'œstrogène et de progestérone. Et les progestatifs, c'est qu'il n'y a pas d'œstrogène associé. Okay. Ensuite, on a l'implant. L'implant contraceptif, c'est une petite tige que l'on met en sous-cutané et qui va avoir le même effet. Et là, c'est plutôt pour aider les personnes qui ne prennent pas de médicaments tous les jours, qui ne veulent pas prendre de médicaments tous les jours, avec ces mêmes effets. Mais seulement que l'implant, il n'y a pas d'oestrogène. C'est aussi un progestatif, mais lui, il va libérer en petite quantité chaque jour de la progestérone. Après, on a le patch et l'anneau, qui ne sont pas disponibles sous nos cieux, mais plus dans les pays européens. Ensuite, on a le dispositif intra-utérin hormonal, lui également, il a la particularité d'être posé pour une longue durée, donc 5 ans à peu près. Et tu n'as plus à y penser comme la pilule, où il faut y penser tous les jours, à la même heure. C'est assez cadré et rigoureux comme... Ouais, donc c'est en fonction de ce qui est adapté à la personne, on lui proposera toujours la contraception la mieux adaptée. C'est ça. On va passer maintenant aux méthodes non hormonales. Les méthodes non hormonales, moi je les classe en naturel, mécanique et chimique. Les méthodes naturelles, c'est tout ce qui va être étude de la glaire, la prise de température, le compte des jours, pour celles qui ont un cycle vraiment régulier. Et à part ça, on va avoir les méthodes mécaniques, le préservatif féminin, masculin, le diaphragme. Ces méthodes-là, elles ont la particularité de prévenir également les infections sexuellement transmissibles. Ça, c'est important de le préciser parce que toutes les autres méthodes, à part celle-là, ne protègent pas contre les infections sexuellement transmissibles. Oui.
Et ensuite, on a les méthodes chimiques, c'est le spermicide qui peut être associé au préservatif ou au diaphragme, qui sont soit des gels ou des ovules qui sont mis dans le vagin 30 minutes avant le rapport sexuel. Mais l'inconvénient dans ce cas, c'est que les rapports sexuels qui sont pas programmés, du coup, ça peut être un peu contraignant. Oui, c'est sûr. Donc, il faut se balader tout le temps avec son ovule, son spermicide. C'est vrai que comme on se balade avec sa pilule, mais c'est surtout que, voilà. Ouais, ça tue un peu la spontanéité et tout qu'on peut... qui a un effet que certains peuvent rechercher aussi dans un rapport sexuel et c'est totalement OK. On ne juge pas, non. Pas du tout. OK, donc on a parlé des méthodes naturelles, des méthodes mécaniques et la troisième, les méthodes chimiques. Oui. Donc, est-ce que pour toi, le retrait, qui est une méthode qui est très utilisée, on peut la classer dans les contraceptions? Et est-ce que c'est fiable? Le retrait... C'est un moyen de contraception, je dirais, mais il n'est pas fiable. Je ne vais pas dire du tout, mais je pense qu'il est le moins fiable. Parce que au moment du retrait, il peut encore avoir un peu de liquide séminal qui peut contenir des spermatozoïdes. Et si on a des spermatozoïdes super saillants, la grossesse sera quand même là. Donc, on n'est pas protégé à 100%. Il y a aussi le fait que moi, j'ai déjà eu des cas où ça a créé des problèmes dans des couples où le partenaire, du coup, il n'est pas très à l'aise, il n'est pas libéré, il est stressé. Il est stressé parce que il faut me retirer à temps et tout. Et ça peut être contraignant aussi. Et surtout qu'on sait que derrière, l'efficacité c'est pas le top, quoi. Donc, je le conseille vraiment pas, personnellement. Donc, on a abordé pas mal de méthodes contraceptives, mais il y a des méthodes, on va dire, ces méthodes-là sont quand même réversibles. Il y a des méthodes maintenant irréversibles. C'est vrai que sous nos cieux, ce n'est pas très courant, mais ailleurs, de plus en plus de femmes même et ici, d'hommes aussi. Oui, même ici, j'ai des amis hommes, bien sûr. Hommes, parce qu'il ne faut pas croire. Hein. J'ai des amis hommes qui m'en ont parlé. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, après, les méthodes chirurgicales, moi, je les classe toujours, c'est hormonal, non hormonal, chirurgical. Les méthodes chirurgicales, ça concerne les deux sexes. Au moins, de ce côté, on a l'homme et la femme. La parité est respectée. pour ça. Et on a la vasectomie et la ligature des trompes. Donc, la ligature des trompes, c'est chirurgical. Ça va consister à... Il y a plusieurs types de ligature, il y a plusieurs moyens de faire la ligature des trompes. Soit on enlève toute la trompe, soit on met des clips, mais c'est plus recommandé de nos jours. Et on préfère enlever la trompe de nos jours parce que ça permet de protéger aussi contre le cancer de l'ovaire. Okay. Parce qu'il y a des études qui prouvent que le cancer de l'ovaire part de la partie externe de la trompe. Donc, du coup, on retire carrément les deux trompes. Et là, on sait qu'il n'y a plus de moyens de contact entre les gamètes. Mais les règles sont toujours là. L'activité sexuelle ne change pas. Le plaisir sexuel ne change pas. Les hormones sont toujours là parce que les ovaires sont laissés en place. C'est que les trompes qui sont enlevées. Alors que les trompes, leur rôle, c'est juste de permettre le contact des gamètes. Exactement. Okay. Et de l'autre côté, chez les hommes, c'est la vasectomie. Ça, c'est fait par l'urologue, pas par le gynéco. Et en fait, c'est pareil, hein, ça permet en fait de couper le conduit qui ramène les spermatozoïdes produits vers la sortie. Okay. Donc, en fait, l'érection n'est pas impactée, le désir n'est pas impacté, il n'y a rien qui change, c'est juste que vous tirez à blanc, quoi. Il n'y a pas de spermatozoïdes dans le sperme. Après, là, c'est juste que la différence, c'est que la vasectomie, il faut attendre 3 mois. Après l'intervention, refaire un spermogramme, être sûr qu'on n'a plus de spermatozoïdes. Mais les spermatozoïdes sont toujours produits, c'est juste qu'ils ne sont pas sortis pendant les rapports, enfin, à l'éjaculation. Et chez la femme, elle se fait le plus souvent sous anesthésie générale, alors que chez l'homme, c'est sous anesthésie locale. Donc, du coup, pensez-y, hein, cher monsieur. L'autre tribut, ouais, c'est vrai que il faut que la charge contraceptive soit vraiment plus partagée, oui. Que la charge contraceptive ne repose pas uniquement sur la femme. Par rapport à ça, moi, je ne juge pas vraiment.
Je laisse mon côté féministe de côté. Je juge pas vraiment parce que c'est vraiment un choix du couple. Parce que parfois, il y a des couples que j'ai rencontrés où la femme elle dit au grand jamais, elle va laisser l'homme porter la charge de la contraception. Surtout si c'est qu'il faut prendre des comprimés ou il faut faire, je sais pas, parce qu'elles n'ont pas confiance. Si je sais que mon mari oublie sa clé, il sait pas où mettre ses lunettes, je vais pas compter sur lui pour prendre la pilule. Ouais. Parce qu'à la fin, la responsabilité, c'est la femme qui porte la grossesse. Oui. Alors qu'il y a d'autres couples où c'est « Ah non, là, c'est bon, j'ai assez. Moi, je porte les enfants, je porte là, c'est toi qui gères la contraception. » Donc, c'est vraiment le choix de chacun. On ne juge pas. Mais il faut que les hommes aussi, quand même... participent. Voilà. Non, moi, c'était pas dans le sens... porter la charge, moi, je pense que c'est quand même partagé, tu vois. Moi aussi, j'ai des trous de mémoire, ça arrive à tout le monde. Oui. Donc, si éventuellement je suis sous pilule, il faudrait que la personne à côté aussi surveille. Est-ce que tu prends bien ta pilule? J'espère que tu n'as pas oublié aujourd'hui. Porter la charge, c'est aussi peut-être installer une application, faire des recherches et se dire, est-ce qu'il y a une application qui peut te rappeler de prendre ta pilule aujourd'hui? C'est même pas que pour la contraception. Moi, j'ai des couples où c'est l'homme qui connaît la date des dernières règles de la femme, tu vois. Voilà, il connaît la période de fécondité. Il sait qu'à ce moment-là, il ne faut pas faire crac-crac, tout ça. Exactement. Donc, c'est surtout participer et montrer que ce n'est pas que l'autre qui s'en préoccupe, quoi. Voilà, et aussi ne pas dire après, elle m'a piégée. Bon, on va avancer. Quels sont les critères qui prennent le plus de poids, enfin, qui occupent vraiment de la place dans la méthode que tu vas recommander à une femme? Est-ce que l'âge va influencer, les antécédents obstétricaux, notamment est-ce qu'elle a déjà eu des grossesses? Quels sont les critères que vous regardez pour proposer à chaque femme sa contraception? Alors, quand j'ai une patiente en face de moi et qui vient pour discuter d'une éventuelle contraception, moi, le plus souvent... Pour moi, les caractéristiques, c'est qu'il faut qu'on arrive ensemble à trouver une contraception qui lui est adaptée, c'est-à-dire qui respecte ses objectifs. Une patiente qui vient te dire « je ne veux pas d'enfant pendant 6 mois », ou celle qui te dit « je ne veux plus d'enfants du tout », ou celle qui te dit « bon, je veux avoir des enfants dans 2 ans », la discussion n'est pas pareille. Ou alors, il faut aussi qu'elle soit tolérée, c'est-à-dire le moins d'effets secondaires possible, qu'elle soit sans risque, qu'elle soit accessible. Parce que si tu proposes une contraception ou dans 3 mois, elle doit, je sais pas, commander la contraception pour la recevoir, tu n'es pas très dans tes objectifs. Mais il faut prendre en compte aussi, comme tu l'as dit, les antécédents de la patiente, c'est très important parce que certaines méthodes contraceptives peuvent être contre-indiquées en fonction de votre passé contraceptif ou en fonction de vos antécédents. Des personnes qui ont des migraines avec aura ou qui ont déjà des antécédents de dyslipidémie ou d'obésité, ou grade élevé, de facteurs de risque cardiovasculaire. En général. Voilà, ça va permettre de diriger la contraception vers les méthodes les plus adaptées, tout en prenant en compte ce que la patiente veut, bien sûr. Et l'âge, c'est très important parce que l'âge en lui-même, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. À partir d'un certain âge, il y a certaines méthodes qui ne sont plus adaptées. Tout part d'une discussion, d'une proposition. Et à la fin, il faut que la patiente elle soit juste satisfaite et confortable avec sa contraception. D'accord. Et est-ce que avant de prescrire justement la contraception, il faut forcément faire une prise de sang, vérifier certains critères biologiques ou... C'est recommandé. C'est recommandé. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé parce que ça dépend. Si j'ai une patiente en face de moi, même si c'est une jeune fille de 18 ans, mais je vois qu'elle est en obésité morbide, par exemple, ou qu'un de ses parents a fait une embolie pulmonaire ou un AVC pendant la discussion, ça peut être important d'établir son niveau de risque cardiovasculaire, de faire une prise de sang pour voir la glycémie, la dyslipidémie, pour lui proposer une méthode qui serait sans risque pour elle. Okay. Donc, une patiente qui vient devant toi et qui te dit « Docteur, quelle est la meilleure contraception pour moi? Franchement, si j'étais votre sœur, qu'est-ce que vous alliez me conseiller de faire ?» Bon, en fait, la meilleure contraception, elle n'existe pas. La meilleure contraception, c'est celle qui est adaptée à chaque personne. Donc, il faut déjà discuter, savoir c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que tu attends de ta contraception. Comme tu l'as dit précédemment. C'est ça, en fait, quel effet secondaire chaque contraception a
et lequel serait mieux toléré pour toi. Et le plus important, c'est qu'il faut savoir que la contraception, on ne peut pas savoir à l'avance quel effet secondaire on va avoir. Il faut faire un test, en fait. Il faut commencer. Voilà. Et savoir qu'à tout moment, je peux arrêter la pilule, à tout moment, je peux retirer mon stérilet, à tout moment, je peux... Parce que je ne supporte pas ou ces effets secondaires. Ouais, c'est pas une sanction. C'est pas qu'on t'a prescrit la pilule. Tu dois la prendre, jusqu'à la fin. Voilà. Il faut toujours reconsulter. Exactement. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que je prends 2 jumelles identiques. Monozygotes. Exactement. Elles peuvent prendre la même contraception et l'une aura tous les effets secondaires, alors que l'autre, elle n'aura aucun effet secondaire. Donc, on ne peut pas prédire à l'avance si cette contraception sera adaptée ou pas. Mais on peut, en fonction des antécédents, de l'âge et des facteurs de risque, aider à choisir la mieux adaptée. C'est vraiment personnel, c'est vraiment propre à chaque personne. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller s'auto-médiquer en allant choisir soi-même en fonction de ce qu'on a lu, vu sur Internet. Il faut vraiment consulter. C'est ça. Et c'est aussi en fonction de la vie, quoi. Parce que notre corps, il change, l'équilibre hormonal change au cours de la vie. Donc, une patiente qui vient me voir, qui est à la puberté, elle n'aura pas les mêmes problèmes ou les mêmes attentes que quelqu'un qui vient d'accoucher, qui est en postpartum, ou quelqu'un qui est en périménopause, ou une dame qui est déjà à la ménopause. Elles ont tout un équilibre différent. Et on peut changer sa contraception en fonction de l'avancée de sa vie, des variations hormonale de la vie. Donc, la contraception qui sera adaptée à une jeune fille de 20 ans ne sera pas forcément adaptée quand elle aura 40 ans ou quand elle aura accouché à 26 ans et qu'elle sera dans le postpartum. Donc, ce n'est pas un problème de venir rééquilibrer à chaque fois, reconsulter pour vérifier si on est toujours dans une bonne tolérance, une bonne observance et que tout se passe bien, quoi. Parfait. Franchement, c'était très clair. On a très bien compris. Et là, maintenant, on va essayer de démêler le vrai du faux. Donc, je vais te donner certaines affirmations et tu vas me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. La première affirmation, la pilule fait systématiquement grossir. Je dois répondre au faux, c'est ça? Oui. OK. Bon. Et après, tu peux argumenter. C'est une petite colle parce que ce n'est pas systématique. C'est le mot systématique qui me dérange. La pilule peut faire grossir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure... Donc, c'est faux? Oui, on va dire c'est faux. OK. Voilà. La pilule ne fait pas systématiquement grossir. Voilà, d'accord, c'est faux. Oui, c'est faux. Mais tu voulais quand même argumenter un tout petit peu, mettre des éléments d'explication. Exactement. Si vous êtes sous une méthode œstroprogestative, par exemple, il faut savoir que l'œstrogène, ça entraîne un appel d'eau. Okay. Donc, on aura une rétention d'eau. Et la rétention d'eau, ce n'est pas du gras. Donc, en fait, c'est plutôt que vous êtes plus bouffi, mais ce n'est pas que... On gonfle, en fait, voilà. Comme on dit vulgairement. Exactement. Ou alors, il y a certaines hormones qui peuvent augmenter la faim, la sensation de faim. Ouais. Et si j'augmente l'appétit, je mange plus, du coup, je prends du poids. Donc, c'est vraiment, comme je disais, personnalisable. Certaines patientes vont prendre du poids, d'autres auront plus de rétention d'eau, d'autres n'auront pas de prise de poids. Donc, en fait, elle ne fait pas systématiquement grossir. Moi, je vais compléter en disant, j'avais une chef qui disait que la rétention d'eau, ça fait prendre 3-5 kilos grand max. Et aussi, ce sur quoi il faut insister chez les patientes, c'est vraiment le mode de vie, de façon globale. Exactement. C'est-à-dire avoir une alimentation saine, équilibrée, faire une activité physique si possible tous les jours, minimum 30 minutes. C'est ce que l'OMS recommande, de faire 30 minutes par jour. Au bout de 5 jours, on arrive à 2h30 d'activité par semaine. Mais en général, nous, et moi particulièrement, je recommande plus quand tu es jeune. Quand tu es jeune et que tu n'as pas de problème de santé, il n'y a pas de contraintes, en fait, moi, je recommande de bouger vraiment plus que ces 30 minutes quotidiennes. Il faut essayer de faire plus si on en a la possibilité, bien sûr. C'est sans contrainte, mais le minimum recommandé, c'est quand même une des meilleures. Et déjà, beaucoup ne le font pas. Donc, globalement, il faut avoir un mode de vie sain. Qu'on soit sous pilule hormonale ou pas. En fait, c'est ça, globalement. Et ça aide, en fait, dans tous les aspects de la santé. Et la santé gynécologique fait partie de la santé. Donc, ça va vous aider également dans cet aspect-là. Affirmation suivante. Le stérilet est réservé aux femmes ayant déjà eu des enfants. C'est faux.
Clairement faux, là, j'ai zéro doute parce que faut savoir qu'il y a des stérilés, enfin, on va arrêter de dire stérilés, il y a des dispositifs intra-utérins qui sont adaptés à la forme, à la taille d'un utérus de nullipare de femme qui n'a jamais accouché. Et voilà, donc... C'était quoi la question? Putain, la question, c'était de savoir est-ce que le stérilet est uniquement réservé aux femmes qui ont déjà eu des enfants? Non, c'est pas vrai. Le stérilet peut être mis à tout âge pour les femmes qui sont déjà en activité sexuelle. Et si vous avez jamais eu d'enfant, il y a un stérilet adapté pour la taille des utérus, des nullipares, des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Mais ce qu'il faut savoir en tant que professionnel de santé, c'est que chez les femmes jeunes qui n'ont jamais eu d'enfants, 22, 23 ans, les risques d'infections sexuellement transmissibles sont plus importants. Donc, il faut faire vraiment attention aux facteurs d'infection sexuellement aux facteurs de risque d'infection sexuellement transmissible. Il faut faire des dépistages d'IST, des PV, prélèvements vaginal ou urinaires, pour se rassurer qu'on n'est pas en train de poser un corps étranger dans sur un endroit infecté. Exactement, parce que ça peut aller très loin quand c'est le cas. Donc, du moment qu'il n'y a pas de risque d'infection, il n'y a pas de problème à le poser, même lorsqu'on n'a pas eu d'enfant, quoi. Bon, ça, on en a parlé largement. Hein. La pilule provoque l'infertilité. Non. Faux. Faux. Point. Les hormones sont toujours mauvaises pour la santé. Ben non, comme je l'avais dit. Je pense que j'en avais parlé aussi. C'est faux. Oui. C'est faux parce que les hormones peuvent avoir un effet positif. Et on utilise énormément les hormones en médecine. Parce que les hormones, ce que les gens oublient, c'est qu'on en a dans notre corps. Nous les produisons, les hormones. Exactement. Donc, il suffit juste d'en apporter à des moments précis où l'organisme en a besoin. Parce qu'il y a un déséquilibre, il y a un défaut de production, il y a un excès de production. Peu importe, en tout cas, il y a des situations qui les nécessitent. Et une patiente qui a une endométriose, par exemple, qui souffre, qui a mal tout le temps pendant ses règles, le fait de la mettre sous hormones, en dehors des contre-indications, bien sûr, ça va plutôt lui améliorer son mode de vie, en plus d'être sous contraceptif, en plus d'être sous contraception, elle pourra mieux vivre sa vie, il n'y a plus de douleur, gérer son cycle comme elle le peut. Et ça, c'est une chance. Ouais. Il y a aussi des œstroprogestatifs qui améliorent l'acné, par exemple. Donc, il y a des effets positifs. Donc, il ne faut pas les fuir comme la peste. On doit faire une pause de pilule de temps en temps. Faux. Je crois qu'en fait, il y a un petit piège peut-être dans la question. Parce que je pense qu'il y a la pilule en continu. Et tu vois, il y a des pilules où on te dit à un moment donné, il faut arrêter pour avoir les hémorragies de privation. C'est ça la question? Bon, enfin, je pense que ça peut être aussi cet aspect-là qui peut intéresser les gens. Je vais développer les deux. Déjà, ce que j'avais compris, c'est que quand on prend la pilule en continu sur, 2 ans, il faut faire une pause de 6 mois. Ça, c'est pas recommandé. Oui, je pense que c'était ça l'esprit de la question, mais j'ai profité en fait pour... Si c'est ça, c'est faux. Après, est-ce qu'il faut faire des pauses? Ça, c'est la prescription du médecin parce que, en vrai... il y a des pilules qu'on prend en continu. On ne saigne pas du tout. Voilà, et on ne saigne pas du tout. Ça coupe complètement les règles et ça permet d'éviter. Ça, c'est surtout chez les patients qui ont des problèmes avec leur cycle, où on arrête carrément des femmes qui saignent beaucoup en abondance. Le flux, il est très important, peut-être à cause d'une petite adénomiose ou d'un myome. Ce qu'on appelle, classiquement les fibres. Voilà, qui vont faire saigner plus que d'habitude. La femme va saigner peut-être 3 semaines au lieu de 5-6 jours. Dans ce cas, on coupe complètement les règles. Et là, il faut la prendre en continu. Ça, c'est surtout les progestatifs. Après, il y a la pilule œstroprogestative où là, il faut faire une pause de 7 jours entre les prises. C'est 21 jours de prise en continu, 7 jours pour une hémorragie de privation. Et ensuite, on reprend. Ça, c'est pour les femmes qui veulent conserver un cycle. Je mets les règles artificielles. Voilà, c'est pas des vraies règles, mais c'est plutôt... Voilà, c'est parfois, dans la tête, la femme, elle est plus à l'aise lorsque elle sait que chaque mois, il y a quand même un saignement qui intervient. Ouais. Et soit c'est des plaquettes de 21 comprimés, il faut arrêter 7 jours et on recommence une autre plaquette de 21 comprimés, où il y a des plaquettes de 28 comprimés, où les 8 autres comprimés, enfin les 7 autres comprimés, c'est des placebos, c'est du sucre. Voilà, en fait. Il faut le prendre pour garder son rythme de prise, exactement, et éviter les oublis. D'accord. L'allaitement protège totalement d'une grossesse? Totalement. C'est ça, c'est le piège. Totalement, c'est le piège. Ah, je suis sûre que tu attends vrai ou faux. ouais, vas-y, t'inquiète. Vrai, mais
Oui. Voilà, vrai, mais sous condition. Je dirais ça comme ça. La condition, c'est qu'il faut un allaitement maternel exclusif. Donc, si vous faites un allaitement mixte, C'est mort. ça va juste pas marcher parce que il faut qu'il y ait la tétée, enfin la succion, qu'elle soit efficace et prolongée. Environ 8 tétées par jour et surtout les soirs. Ça permet de maintenir la prolactine à un taux vraiment élevé. Ça permet de ne pas avoir ses règles, donc de ne pas ovuler. Donc, il faut ne pas déjà avoir eu ses règles. Il faut au moins l'allaitement maternel exclusif. Et plus on est en dessous de 6 mois, plus c'est efficace. Mais plus la diversification commence, moins vous êtes protégé. Donc, c'est sous condition. Ok. Est-ce que c'était clair? Oui, c'était clair. En tout cas, moi, j'ai bien compris. J'espère que les auditeurs comprennent également. Et puis, s'ils ne comprennent pas, n'hésitez pas à nous faire des questions en commentaire. Je suis sûre que Douria sera totalement disponible pour vous répondre. Bien sûr. On va la contacter, on va lui transmettre vos questions. Et si possible, pourquoi pas, on va la refaire venir pour aborder sûrement d'autres thématiques, mais on pourra aborder ces thématiques-là également. Pardon. Là, on va faire un peu des situations de consultation clinique. Tu es une jeune femme de 20 ans, peut-être qui n'a pas encore débuté sa vie sexuelle, mais qui est prévoyante, organisée dans sa vie et qui, avant de démarrer une vie sexuelle, veut choisir une méthode. À cette jeune femme de 20 ans, tu lui proposes quelle gamme de choix dans celles disponibles sur place? Alors, le fait qu'elle ait 20 ans, ça lui ouvre l'opportunité à la plupart des méthodes contraceptives. Donc, je vais lui exposer toutes les méthodes contraceptives qu'on a développées. Voilà, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et en fonction de son mode de vie, on va choisir ensemble, en fonction de ses antécédents aussi. Parce que ce n'est pas seulement 20 ans. Est-ce que dans la famille, il y a des antécédents cardiovasculaires? Comme on l'a évoqué. Voilà. Enfin, en fonction de tous ces Mais éléments. elle a une plus large palette de choix. Vu son âge et en fonction de ses antécédents et de la discussion de son choix de vie, est-ce qu'elle veut un enfant dans 1 an ou dans 5 ans? Parce que, par exemple, si une patiente me dit jusqu'à dans 5 ans, je ne veux pas d'enfant, je vais plus porter à lui proposer en lui expliquant, après lui avoir parlé de toutes les méthodes, bien sûr, lui proposer une méthode au long cours, plutôt que de prendre la pilule tous les jours pendant 5 ans, même si je sais que ça n'a pas d'inconvénients, ça peut être inconfortable. Voilà. Et si c'est par exemple une patiente qui travaille la nuit ou qui aurait des contraintes à prendre des médicaments à la même heure, à heure fixe, on va lui proposer d'autres méthodes. Mais on discute ensemble. Mais elle a un plus large choix de contraceptifs. Voilà. C'est bien. C'est bien d'être jeune, en fait. En vrai, je rigole. Tous les âges sont bien. Mais c'est bien d'être jeune. Oui, c'est pas mal. Bon, nous, on vieillit, mais bon, c'est la vie. Profitez. Faut profiter. Ma deuxième patiente, j'ai 35 ans, 2 enfants, je ne souhaite plus de grossesse. Qu'est-ce que tu lui proposes comme méthode? Elle veut plus de grossesse. D'accord. Déjà, il faut être sûr qu'on veut plus de grossesse. Très, très sûr d'abord. Donc, souvent, habituellement, nous, les professionnels de santé, c'est qu'on va vous refaire partir, discuter avec votre couple, vous rassurer sur le plan civil, sur tout ce qui est consentement. Parce qu'au Bénin, il faut aller au tribunal. Si, par exemple, pour une méthode définitive, ligature, c'est au tribunal, quoi. C'est pas un simple consentement comme tu viens. Ah ouais. Non, il faut une décision de justice et tout ça. Non, il faut juste un acte de tribunal. Enfin, on va dire une légalisation de l'acte qui prouve que c'était un choix bien réfléchi et tout. Parce que, en fait, c'est culturel. On ne peut pas comparer. Nous, dans notre culture, faire 2 enfants, on te dit que tu n'as pas fini. Donc, du coup, qu'est-ce qui a vraiment poussé cette décision? Il faut vraiment partir loin, bien chercher, bien être sûr. Parce que ça peut être irréversible pour être irréversible, quoi. Oui. C'est vrai qu'on a le fait que la FIV peut aider parfois si tu as congelé tes ovocytes ou pas. Mais c'est que... c'est vraiment plus contraignant. C'est une grosse décision. Voilà, une grossesse naturelle. Voilà, donc se rassurer qu'elle veut vraiment plus d'enfants. Et lui proposer les méthodes adaptées à son âge, celles qui sont définitives et celles qu'elle peut prendre quand même. Sur 10 ans, voilà, un stérilet par exemple. Elle peut mettre un stérilet sur 5 ans, le renouveler 5 ans après si elle est à l'aise avec. Elle a le temps de pouvoir revenir sur sa décision ou pas. Oui. Mais si elle est sûre et qu'elle ramène le document
qui le prouve et tout, bah, on peut y aller. Ce sera peut-être une ligature des trompes. Ou on discute avec son conjoint, peut-être une vasectomie. Mais ça fera partie des méthodes qu'on va lui proposer. OK. Mais, petit disclaimer, en fait, notre podcast s'inscrit aussi dans un contexte socio-culturel parce qu'avec Internet, tu sais, les images peuvent voyager très loin. Mais comme elle expliquait tout à l'heure, vraiment, on est dans un contexte socio-culturel et on doit faire les choses en fonction de notre contexte socio-culturel, tout simplement. Non, mais laisse-moi te dire, même moi, en tant que gynéco, à mon âge, si je dis je veux plus d'enfants et que je vais voir un collègue pour lui dire bon c'est bon, saute-moi les trompes, je veux plus d'enfants, ça va être quand même ramène-moi le document où c'est signé quoi. Je comprends, même moi en tant que gynéco, donc c'est pas qu'on respecte pas vraiment, mais c'est que c'est une grosse décision, c'est une décision qui impacte toute la vie. Il y a des conséquences, donc et il puis faut pouvoir sur se le plan légalement. Oui, sur le plan médico-légal, toutes les parties doivent se protéger. Le médecin, le praticien se protège et on protège également le patient ou la patiente par la même occasion. Exactement. Ma troisième patiente, elle est comme moi. Elle oublie souvent ses médicaments. Elle oublie souvent ses médicaments. Quelles sont les méthodes qu'elle aura? Déjà pas la pilule. Hein. Encore qu'il y a des moyens de se rappeler, il y a des applications, le réveil, tout ça. Mais si déjà de base elle vient avec moi, j'ai sûr que je vais oublier la pilule, on va lui proposer autre chose, comme l'implant, si elle veut partir sur des méthodes hormonales ou le dispositif intra-utérin hormonal, ou alors celui au cuivre. Voilà, ça va être aussi bien les méthodes hormonales que non hormonales, mais qui ne sont pas contraignantes sur le plan journalier où il faut surveiller. Se rappeler tous les jours de prendre un médicament. Même si toutes les méthodes vont lui être expliquées, présentées. Voilà, avec les avantages et inconvénients. Et par exemple, elle peut dire, j'oublie tout le temps la pilule, mais je ne veux pas un corps étranger à l'intérieur de moi. Dans ce cas, on est limité parce que ni implant, ni voilà. dispositif. Donc alors ce sera peut-être préservatif ou la méthode naturelle. Oui. Si son cycle est bien régulier, parce que pour ça il faut vraiment une bonne connaissance de son corps. Son cycle, ouais. Ok. Bon. On parlait justement de dispositifs intra-utérins hormonal et au cuivre. Est-ce que rapidement, tu peux nous faire une petite différence entre ces deux méthodes? Mais c'est la même chose. C'est un petit bout de plastique ou de fer qui sera mis à l'intérieur, pas fer. De cuivre. On va dire enrobé de cuivre. Quand c'est le stérilet en cuivre qui est mis à l'intérieur de l'utérus. Et il a 2 bâtonnets comme ça qui vont aller... Voilà. Il va être relâché dans l'utérus. Et puis, il faut savoir que l'utérus, en fait, la cavité à l'intérieur, elle est virtuelle. Hein. Quand il n'y a pas d'enfant, c'est vraiment virtuel. Donc, il va être placé. Et il faut savoir que quand c'est hormonal, c'est qu'il va libérer des petites quantités d'hormones qui vont agir comme si vous preniez la pilule tous les jours ou comme si vous aviez un implant. Mais localement plutôt. Déjà, il va agir aussi, parce que les hormones, c'est local, mais ça va diffuser dans le sang. Et au niveau local aussi, il va rendre la glaire impropre aux spermatozoïdes pour passer. L'endomètre, le fœtus, enfin, l'embryon qui aurait pu, si jamais il y avait fécondation, ne pourra plus s'implanter. Voilà. Pareil, quand c'est le cuivre, le cuivre, il est toxique pour les spermatozoïdes. Donc, du coup, après les rapports sexuels, les spermatozoïdes ne survivent pas. Donc, du coup, ici, il n'y a pas de spermatozoïdes, c'est qu'il n'y a pas de bébé. Également, il va rendre impropre aussi l'endomètre et il n'y aura pas de nidation. D'accord. Mais plus sur le stérilet, c'est que c'est aussi une contraception d'urgence. Ça, les gens, ils ne sont pas vraiment au courant de ça. Oui, c'est vrai. Mais au lieu de la pilule du lendemain, vous pouvez mettre un stérilet dans les 5 jours qui suivent le rapport sexuel et le retirer dès que les règles sont là. Comme si c'était une contraception d'urgence. Et si vous allez bien avec, vous le gardez comme contraception si vous êtes à l'aise avec le c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de la contraception d'urgence, qui est quand même une contraception qui est très utilisée, en tout cas par ceux qui connaissent. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un mot rapidement, la contraception d'urgence, c'est quoi déjà et quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Alors, la contraception d'urgence, comme son nom l'indique, c'est à utiliser en cas d'urgence. C'est quoi l'urgence?
il y a plusieurs types d'urgence. Un préservatif qui s'est rompu au cours du rapport sexuel et il y a un risque de grossesse ou alors un viol, par exemple, et on ne veut pas de grossesse, éventuelle grossesse de cette agression, ouais. Voilà, ou alors il y a eu un rapport sexuel à risque après oubli de pilule, par exemple, ou voilà. Donc ça, mauvaise prise, vomissement de pilule. Tout ce qui sera facteur de risque d'une grossesse éventuelle. C'est ça l'urgence en fait. Oui. Et donc, de quoi on dispose en fait en termes de contraception d'urgence? On va dire qu'il y en a deux types de pilules du lendemain. Il y a l'un qu'on prend dans les 3 jours qui suivent le rapport sexuel à risque et l'autre qu'on peut prendre jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel à risque. Un peu plus dosé en fait. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur la pilule du lendemain, c'est que elle n'est plus efficace si la fécondation a eu lieu parce que son rôle, c'est d'empêcher la fécondation. Donc, si vous la prenez après la fécondation, sachez que vous allez accoucher de votre pilule du lendemain. Très drôle. Donc ça, c'est pour le côté chimique, on va dire médicaments. Et tu as parlé également tout à l'heure du stérilet ou dispositif intra-utérin, abrégé DIU, qu'on peut également utiliser en contraception d'urgence. Oui. Okay. Et il est disponible aux pharmacies sans ordonnance. Donc après, je voulais quand même rajouter que c'est une contraception d'urgence, comme on l'a dit, c'est de grosses quantités d'hormones qui peuvent dérégler votre cycle, qui peut avoir des effets secondaires, mais ça ne rend pas stérile. Je répète, la pilule du lendemain ne rend pas stérile. Même si on en prend plusieurs fois par mois, par année. C'est pas recommandé, c'est pas bien pour votre corps, c'est pas bien pour le cycle, mais ça ne vous rend pas stérile. Ouais. Par contre, si vous avez plus de 2 urgences par an, et qu'il faut prendre la pilule du lendemain plus de 2 fois par an, il faut peut-être penser à prendre une méthode vraie contraception. Voilà, une vraie contraception. OK. Voilà. On va parler à présent de ce qui doit faire consulter. Quand tu es déjà sous contraception, on a tous bien compris qu'il fallait une contraception si on ne souhaite pas de grossesse. Et maintenant, on a pris la contraception. J'ai des effets indésirables. D'accord. À quel moment, quels effets indésirables doivent faire reconsulter? Déjà, dès qu'on a pris sa contraception ou dès qu'on a été en contact avec un professionnel et qu'on a adopté une contraception, on est au courant des effets secondaires éventuels qui pourraient se manifester. Se manifester, merci. On est au courant des effets éventuels probables secondaires qui pourraient se manifester. Donc, lorsque ça dépasse ce cadre de ceux dont on est au courant ou si ces effets sont exagérés, il faudrait mieux consulter pour réadapter le traitement. Si, par exemple, vous êtes sous pilule hormonale, il faudra peut-être vous donner une pilule moins dosée pour rééquilibrer. Micro-dosées, ça existe aussi. Exactement, pour rééquilibrer ou alors changer carrément si vous ne la tolérez pas. Comme exemple, je peux donner par exemple, si vous avez une migraine très intense, c'est vrai qu'on a parfois des petites céphalées, les seins qui sont tendus. On peut avoir des spottings, c'est-à-dire des petits saignements irréguliers, des traces de sang de temps en temps. Ça, c'est super embêtant. Voilà. Donc, si ça passe de petits saignements irréguliers à de grosses quantités de sang, où il faut changer vos protections de façon répétée, régulière, ou que vous saignez vraiment abondamment, par exemple avec le dispositif intra-utérin au cuivre, le saignement peut être plus abondant ou plus long dans le nombre de jours. Mais si au lieu de 7 jours, vous saignez 15 jours, là, c'est qu'il y a un problème, par exemple, il faut peut-être le retirer ou changer de méthode. Donc, si ça dépasse le cadre des effets dont on vous a parlé ou si ces effets-là sont exagérés, il faudrait mieux consulter pour réadapter la contraception prise. Et est-ce qu'il y a vraiment un gros risque avec les différentes méthodes dont nous avons parlé vraiment à redouter quand on est sous contraception? Je ne pense pas, parce que si la contraception, elle est bien tolérée, elle est prise sous recommandation d'un professionnel médical, et que vous la tolérez bien, il n'y a pas de risque dans le cadre où elle a été choisie par vous, mais de façon accompagnée et suivie. Le but, justement, c'est que vous choisissiez à la fin une contraception qui n'a pas de risque. Et ça ne sert à rien de prendre une contraception pour avoir un risque supplémentaire à ce que vous avez peut-être déjà. Donc, comme antécédent ou terrain. Exactement. Si le facteur de risque est très important, par exemple, on sait qu'après l'allaitement, il ne faut pas donner des œstroprogestatifs. Si ce n'est pas que vous êtes allé prendre des œstroprogestatifs sans l'avis de votre médecin,
parce que vous allaitez, là, il n'y a pas de Parce risque. qu'une copine a dit, j'ai pris. Voilà, alors que voilà. Faut pas faire ça. Ouais. Voilà, on peut pas, par exemple, la pilule qu'on prend pendant l'allaitement, elle est différente de celle qu'on prend quand on n'allait pas à cause des risques. Donc, du moment que c'est suivi, bien cadré et recommandé par le professionnel, en prenant en compte vos antécédents, bien sûr. On a minimisé au maximum, en fait, les risques. Exactement. Okay. Là, on va faire des questions rapides. Quelle est la méthode la plus sous-estimée selon toi? La méthode la plus sous-estimée. Que tu penses que c'est une méthode qui est bien, mais que les gens, ils sont frileux, ils ne veulent pas trop? Moi, je dirais le stérilet. Parce que pour moi, le stérilet, il fait partie de mes préférés au cuivre. Oui. Il fait partie de mes préférés parce que c'est une contraception au long cours. Il n'y a pas de contraintes journalières. Tu le poses et puis tu l'oublies. Tu oublies, ouais. Voilà. Il y a le fil qui est là. Et souvent, quand on ne dit pas aux gens qu'il y a le fil, ils ne le sentent pas. Mais dès que tu dis oui, j'ai laissé un fil en place, ils le sentent. Donc souvent, le monsieur le sent tout le temps. Voilà. Donc, alors que après, s'il le sent, on peut le couper un peu plus court pour qu'ils ne le sentent pas. Donc, à part le fait que les saignements sont un peu plus abondants, franchement, je pense que c'est celui qui, pour moi, aurait le moins d'effets secondaires quand même. Ok, d'accord. La méthode la plus mal comprise? Je pense que c'est la méthode naturelle. Ouais. Ben, c'est un peu... Je ne veux pas dire compliqué. C'est mal compris parce qu'il faut... Mais on peut le dire, c'est quand même compliqué parce qu'il faut vraiment connaître son corps. Voilà. Tu dois avoir vraiment une connaissance. Moi, je sais qu'en France, par exemple, il y a carrément une formation. Oui, même pour la symptothermie. Laisse-moi te dire qu'en sortant de la formation de gynéco, là, on ne l'apprend pas. En sortant de la fac de médecine. Toi, tu l'as appris en fac de médecine? Non, bon, moi, je n'ai pas fait DES gynéco. Donc, non, je parle de médecine. Oui, la médecine, non. Parce que même, c'est pas le suivi de la contraception, c'est pas que le gynécologue. Je ne sais même pas si on nous en a parlé pendant les cours. C'est pas que le gynécologue, c'est la sage-femme, c'est le médecin généraliste qui peut faire le suivi de contraception. Et c'est pas la faute non plus de la formation, hein, c'est parce que au fil des années, ça a vraiment été décrié, parce que c'est pas efficace, mais en fait, est-ce que les efforts suffisants sont faits pour nous l'apprendre et nous permettre de nous approprier notre corps? Parce que pour moi, ce serait le meilleur qu'il n'y ait rien. Franchement, qui change. Parce qu'il y a des femmes qui sont à l'aise avec leur cycle. Parce que dans les données, il faut dire que c'est une méthode qui est efficace à 98%. Hein. Bien sûr. Quand elle est bien faite, même plus. Bien sûr. Et les Anglaises utilisent énormément cette méthode. C'est parce qu'on ne nous l'a pas appris. Et moi, je lis beaucoup des suites dernièrement. Parce que pour moi, c'est une méthode qui, quand tu connais ton corps, dès que tu es à l'aise avec ton cycle, tu peux avoir le pouvoir sur ça sans que ce soit que tu aies apporté des médicaments ou mis un corps étranger. Ce serait super. Et il y a des applications qui sont créées. La symptothermie, c'est en train de prendre de grandes proportions. Et moi, je suis très contente pour ça. Donc, c'est vrai que c'est une méthode, Je pense que c'est la plus négligée, mais c'est qu'il faut beaucoup de travail pour l'appréhender, la maîtriser. Mais une fois que tu la maîtrises... Et que tu maîtrises ton corps, tu connais ta période d'ovulation, tu connais les signes, tu arrives à gérer les prises de température, tout ça, ça coule. Le conseil que tu donnes le plus souvent aux femmes en consulte? Par rapport à la contraception? Oui, par rapport à la contraception. N'hésitez pas à revenir si ça ne va pas. Voilà, si vous tolérez pas et que ne dites pas non, j'ai mal au sein, bon, je vais supporter. Non, si ça marche pas, vous revenez, on trouve une autre Parce que ça peut faire vraiment mal au sein par contre. Hein. Il y a cette plainte, elle revient quand même pas mal. Moi, j'ai souvent entendu beaucoup de femmes et vraiment les seins sont tendus, donc ça sert à rien d'être mal à l'aise parce que ça va même empêcher la bonne observance parce que si je la prends, j'aurai mal au sein, donc je vais rater aujourd'hui. S'il y a des effets que vous ne tolérez pas, revenez, on en rediscute. Même si ce n'est pas une question de vie ou de mort, quand on s'en fout. Voilà. L'essentiel, si tu ne tolères pas, tu reviens, on enlève, on change. Oui, exactement. On trouvera la bonne, quoi. On adapte. Donc, il ne faut pas hésiter. Ce que toute femme devrait savoir sur la contraception. Qu'elle existe. Oui, mais en vrai, j'aime beaucoup ta réponse. J'aime beaucoup ta réponse parce que si j'ai voulu justement qu'on parle de ce sujet-là, c'est parce que tu remarqueras que beaucoup de femmes, jeunes femmes surtout, ne savent pas qu'elles peuvent prendre une contraception même si elles ne sont pas
mariés, dans le cadre vraiment mariage, concubinat, enfin, tout ce que vous voulez. Oui. Parce que je me rappelle quand nous on était petits, à la télé, quand on faisait la publicité pour la contraception, c'était toujours papa, maman, et il y avait des enfants, ils allaient dans une pharmacie. En fait, c'est toujours dans le cadre de planification familiale au lieu du pouvoir sur la fertilité et le contrôle de son corps, de maîtriser son corps. Exactement. Et d'éviter les grossesses non désirées, quoi. Complètement. Qui est un fléau, on ne va pas parler de ça, mais c'est vrai que c'est quand même un fléau. Beaucoup de femmes viennent en consultation complètement désemparées, demandant des IVG parce que la grossesse, elles sont pas pouvaient éviter. Donc, c'est qu'il faut qu'elles sachent. C'est vrai. Et cette publicité, elle a fait beaucoup de mal. Petit coup de gueule en passant. Franchement, il faut vraiment... cette émission vient vraiment pour montrer que... Déconstruire totalement. Merci beaucoup. Pour vraiment montrer que peu importe votre... comment je vais dire votre statut matrimonial, votre mode de vie, nous on s'en fout, on juge pas, on est formé. Tout est ok pour nous. Non professionnels de la santé, franchement, on vous prend comme vous êtes, vous venez et on vous proposera l'accompagnement adapté. Après, petit point sur les mineurs, là c'est un peu délicat, c'est compliqué. Faudra forcément qu'on fasse avec les parents. La législation actuellement au Bénin n'est pas forcément en faveur de ce qu'on puisse accompagner des mineurs. Petit clin d'œil aux parents, dès que vous avez un enfant adolescent qui discute avec vous, n'hésitez pas à le ramener en consultation. Si vous n'avez pas les mots adaptés, le gynécologue, il saura comment expliquer. Ou la sage-femme aussi. Ou la sage-femme, évidemment. Ou la sage-femme, elle saura comment expliquer, comment prévenir. Parce que c'est toujours mieux de prévenir que de jouer la politique de l'aveugle et de faire comme si les hormones n'existaient pas. Alors que dès la puberté... Les enfants, les hormones en ébullition, ils ont leurs pulsions. Et nous tous, on est passés par là. Et vraiment, il faudrait que on évolue dans nos mentalités sur la question et que les adolescents puissent vraiment avoir des relations de confiance avec eux, qu'on puisse discuter de tout librement avec eux. Ce n'est pas une incitation. Exactement. Discuter de la contraception avec son enfant adolescent, c'est pas lui dire la porte est ouverte à faire tout. Non, pas du tout. Mais c'est l'informer. L'informer et l'information, c'est le pouvoir. Complètement. Donc, c'est l'informer et pour qu'il puisse agir en responsabilité. C'est aussi une manière de responsabiliser l'enfant. Exactement. Je pense. Donc, je pense qu'on a abordé les femmes, peu importe le statut, les mineurs. On encourage vivement les parents. Dans l'introduction, je disais justement, il y a des parents qui se posent des questions, qui sont embêtés. Moi, j'ai déjà reçu des parents qui m'ont confié vraiment le sujet éducation à la santé sexuelle. Mais après, moi, je reçois de plus en plus des jeunes filles de 16-17 ans qui viennent avec leur mère ou leur père en consultation. Bravo à ces papas. Oui, juste pour discuter. Parce qu'en vrai, la consultation contraception, c'est une discussion. Hein. Bien on va pas poser un stérilet. Un spéculum, pardon. Voilà, on va pas commencer à vous examiner. Non, c'est juste, on parle, on discute, on pose ces questions. J'ai lu ci sur Internet, j'ai appris telle chose. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis pas encore prête à avoir des rapports sexuels, mais si ça venait, qu'est-ce que je dois faire en premier? C'est juste discuter, une bonne, belle discussion avec de vraies informations. Oui, pas des informations grappillées. Parce que je sais que sur les réseaux, et les jeunes, justement, de cette génération, ils sont nés avec le téléphone en main, littéralement. Clairement. Donc, ils sont tout le temps. Les informations fusent de partout. De partout. Et le domaine de la santé est vraiment, malheureusement, un domaine où il y a énormément de désinformation, énormément de fake news, comme on appelle ça dans le langage digital. Donc, il faut vraiment avoir la vraie information avec le professionnel et c'est justement pour ça que tu es là et qu'on a vraiment tout au long de cette émission essayé quand même de déconstruire pas mal de choses. On n'a pas tout abordé forcément parce que le sujet est hyper vaste, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus, vous inquiétez pas. De vous présenter les différentes méthodes. On va faire des petites vidéos supplémentaires pour les vraiment ici, pour vous montrer. Pour montrer, etc. En tout cas, ça a été un plaisir. On va conclure. On va tout doucement vers la fin de cet épisode. Et classiquement, je demande toujours s'il y a un message avec lequel on devrait repartir d'ici. Quel serait ce message-là?
Pour finir, moi, je dirais que la contraception, c'est là pour vous aider, en fait. C'est pas votre ennemi, c'est pas là pour vous faire du mal. Il suffit juste de comprendre, de maîtriser, d'accepter et surtout d'atteindre vos objectifs de vie. Je veux pas d'enfants, je veux plus d'enfants, je veux pas d'enfants dans 2 ans, je veux pas d'enfants dans 6 mois. Quels que soient vos objectifs, venez en consultation, on discute du type de méthode adaptée à vous, de la tolérance, de votre observance et tout ça pour améliorer votre mode de vie et vous permettre de vivre librement votre vie de femme. C'est pas pour autre chose. Voilà, je peux dire ça comme ça. En tout cas, je te remercie pour ce moment qu'on a eu ensemble. Merci. Franchement, c'était très enrichissant. C'est un sujet passionnant. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller un peu plus dans certains détails, en fonction également des questions qui nous seront adressées, posées. On pourra aborder tel autre point. En tout cas, nous vous remercions d'avoir été avec nous jusqu'à ce moment. Je remercie vivement Dr Douria Salami, que vous pourrez retrouver, je le rappelle, sur sa page Majiji Douria, où elle aborde énormément de questions avec des capsules vidéo très intéressantes. Très intéressantes, éducatives. Voilà. Éducative. N'hésitez pas à aller la follow sur ce compte-là. N'hésitez pas à nous follow également, à partager ce podcast avec vos amis, vos parents, vos nièces. Ceux qui ont besoin d'entendre. Tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Franchement, n'hésitez pas, faites-le, aidez-nous à vraiment à diffuser ce message à la plus large communauté possible. Nous vous remercions et à très bientôt. À bientôt.